la crise anglophone n'en finit pas. L'horreur n'en finit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Chaque jour, on voit des morts et on passe à autre chose. Même les autorités qui sont supposées apporter de la sérénité aux populations sont aussi rapidement assassinés. Le 7 mai 2022, c'est la famille du prophète des Kondotiti qui pleurait seul. Papa Timothée, Papa Timothée, Papa Timothée. Et Kondotiti, on avait peur de lui. Il rassurait. Il comptait sur l'obéir. Il comptait sur l'autorité de l'État. Force à la loi. Mais lui-même a subi force au hors-la-loi. Il a été assassiné et conduit sous terre. On n'a pas vu le régime Biya. Ce n'est que toute sa famille qui est maintenant dans le désarroi. Passez au suivant. Puisque les morts sont véritablement morts, sont oubliés aussi rapidement que les héros qui ont lutté pour l'indépendance. On passe toujours le savon et les cons poursuivent leurs actions. Toutes ces familles se retrouvent seules face au destin, face à l'ingratitude d'un régime qui est incapable d'assister les leurs en danger. Le prophète des Kondotiti aurait pu être sauvé si le régime avait su négocier. Mais le régime Biya n'a jamais voulu négocier pour ces autorités qui pourtant sont envoyées au front pour la patrie. Chaque fois qu'ils tombent au front, chaque fois qu'ils sont pris, eh bien, ils ne négocient pas et ils les laissent mourir. On a vu des délégués, celui de Kamwater. Il a été enlevé. Daniel Kapo est venu, il a revendiqué 10 millions, disant que maintenant, les ADF d'Ayabacho, Lucas, voudraient que lorsque l'État du Cameroun installe des choses là-bas ou bien vient exploiter des populations, que les populations puissent en bénéficier. Et ils ont dit, désormais les populations ne vont même pas payer de l'eau. Et que Kamwater collectait de l'eau sans reverser les impôts locaux. Voilà comment est-ce que le délégué a été pris. On demandait une rançon de 10 millions. Le gouvernement camerounais a refusé. Égorgé. Voilà Regina. Mama Regina. Appelons-la ainsi. Mundi. Le régime a refusé
de sauver cette femme. Alors que le même régime a négocié avec Boko Haram. Paul Biya a versé de l'argent. $5 millions selon iTélé. Oui, parce qu'ils étaient des Blancs et parce qu'ils étaient Français. La famille Moulin-Fournier avait été enlevée en février. Et puis le 19 avril, ils étaient libérés. Toute la France était mobilisée. François Hollande avait dit à Paul Biya de tout faire pour faire libérer les otages français. Ça passait dans tous les journaux en France. La famille Moulin-Fournier. L'ambassade des États-Unis s'était mise en contribution, y compris l'ambassade de la Grande-Bretagne et même Abuja. C'est-à-dire que le Nigeria s'était mobilisé. Et surtout, ces preneurs d'otages qui d'ailleurs avaient été localisés sur la frontière avec le Nigeria, qui n'étaient même pas surarmés. Paul Biya n'avait pas utilisé son armée, la force, pour aller les bombarder. Parce qu'il savait que si jamais il tentait la force, on allait les tuer. Si c'était des Camerounais, ils partaient. Ils disaient, allez-y. Lorsqu'ils avaient été libérés, ils ont été récupérés par Laurent Fabius. Il était alors ministre des Affaires étrangères. Il était venu au Cameroun. Ils sont repartis par jet privé. La France avait mis tous les moyens pour que Laurent Fabius quitte la France, vienne au Cameroun. Sauf que quand les journalistes ont demandé, vous avez payé combien? Ils ont dit, nous n'avons jamais payé. Et pourtant, ces preneurs d'otages avaient exigé la libération non seulement des combattants de Boko Haram, mais aussi 7 millions de dollars. Ils avaient même commencé par 2,5 millions de dollars. Et dès qu'ils ont su que la France est entrée en jeu, ils sont montés jusqu'à 7 millions. Ou plutôt les gens qui sont autour de Biya ont monté l'enveloppe jusqu'à 7 millions. Moulin Fournier est celui qui normalement, enfin, GDF, une entreprise française, c'est elle qui d'ailleurs avait commencé à négocier avec les otages et voulait payer pour faire libérer son employé. Mais par la suite, la France a exigé à Paul Biya d'aller négocier et d'aller payer. C'est ainsi qu'on est passé de 2,5 millions de dollars à 7 millions qui ont été versés par Paul Biya aux preneurs d'otages. Paul Biya a libéré les terroristes de Boko Haram pour sauver des Français. Moulin Fournier, qui était venu faire du tourisme, je crois, non loin du parc de Ouaza. Nous sommes le 19 avril 2013. Le gouvernement du Cameroun a été mobilisé. Tout le monde au travail, au boulot. On les a reçus à Yaoundé avant de décoller avec Laurent Fabius pour la France
ils étaient attendus comme des mégastars. Moulin Fournier n'était qu'un simple employé. Là, nous sommes devant des autorités du Cameroun. Une sénatrice, camarade de Pelosi aux États-Unis, membre du comité central du RDPC, ami intime de Paul Biya. Là-bas, on refuse de négocier. On refuse de faire quoi que ce soit. Et on la laisse se faire égorger. Doit-on servir Paul Biya? Paul Biya travaille pour la France. Et non pour le Cameroun. On n'a qu'à voir comment il s'est mouillé pour la libération des otages français. 7. Et comment est-ce qu'on égorge ceux qui travaillent autour de lui, cherchent à défendre son régime. Et puis, certains disent, cette guerre est alimentée par qui? La France a une bonne part. Si la crise n'est pas résolue, c'est à cause d'abord du régime Biya et aussi de la France. Le régime Biya, pourquoi? Parce que d'autres pays ont voulu jouer la médiation. Et parmi ces pays, on connaît par exemple le Canada. Mais on ne peut pas offrir une enveloppe de 10 milliards pour organiser une assise, un vrai dialogue avec les Amazoniens. Et puis vous refusez. L'initiative suisse, l'initiative qui devait, bien sûr, être menée par la Suisse est allée jusqu'où? À peine, on a dit, c'est la DGRE, ECO, qui devait s'occuper de ça. Il est parti en vol et il a rencontré quelques anglophones qu'on a eu à extraire de Kondengui. Et puis, ça s'est arrêté là. Ngongo a dit, ça s'arrête là. Vous avez dû écouter au moins l'interview que j'ai accordée à Dr. Soses Nkongo, qui vous a fait ces révélations, que ce sont les hauts cadres de l'armée. En commençant par, bien évidemment, les généraux, et aussi le ministre Betia Sama, sans pourtant oublier Ngongo, qui refuse la résolution de cette crise. Des morts, des morts, et des morts, et des morts. On n'en compte plus. On en est à plus de 12 000. On n'en finit pas. Des exilés. Des gens qui vivent dans les brousses. Des maisons brûlées. Mais Ngongo est là. Tous sont là. Ils attendent les nouvelles promotions. Et de toutes les façons, ils se sont déjà auto-promus. Puisque Biya ne signe plus, ne décide plus. Mais plutôt, on décide de ce qu'il doit décider.
Et quand on parle maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire que la France aurait pu résoudre cette crise si elle le voulait. Mais elle n'a pas voulu. Toutes les actions qui ont été menées au sein du Conseil de sécurité ont été bloquées par la France. N'oublions pas que la France a été ce qu'on appelle a dirigé la présidence du Conseil de sécurité au mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait? Emmanuel Macron a plutôt préféré dire qu'il s'occupait de la Syrie. Dans l'ordre du jour, il a inscrit la Syrie, Chypre et je crois l'Afrique du Nord ou bien... Voilà ses préoccupations. La crise anglophone n'est pas une préoccupation pour la France. La France a plutôt dit que c'était un problème interne et que Paul Biya allait résoudre de façon interne. La France a dit, pas de fédéralisme, nous restons dans ce que nous avons toujours eu à faire et nous disons que nous allons faire le grand dialogue. Ils ont donc organisé ce grand dialogue et Paul Biya est venu en France pour rendre compte à Macron. N'oubliez pas qu'en 2019, sous l'impulsion des États-Unis, on a fait des pressions, les organisations non gouvernementales même, ont fait des pressions pour qu'il y ait une réunion au Conseil de sécurité sur le Cameroun. La France a bloqué, a dit niet. La seule réunion qu'il y a eu, c'était une seule réunion qu'on appelait le type ARIA. Donc une réunion presque informelle, voilà. Après, basta. Mais entre-temps, la France s'est contentée à dire, on va appliquer la décentralisation, qui est rejetée par les populations anglophones, qui est même rejetée par les populations francophones elles-mêmes, et qui ne marche même pas. Puisque la guerre est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se déchirer. Pendant ce temps, la France peut vendre ses armes. Et Paul Biya, en même temps, court aussi signer d'autres conventions avec la Russie. Et quand il va signer les conventions avec la Russie, on dit qu'il est devenu panafricaniste. Il a toujours dansé sur 1000 pieds. Je suis le meilleur élève de la France, je deviens le meilleur élève de Poutine. Je crois en Dieu, je crois au diable. Voilà comment fonctionne Paul Biya. Ancien séminariste, ancien fils de catéchiste, devenu aujourd'hui l'incarnation de la franc-maçonnerie, l'incarnation de tous les cercles ésotériques et tout ça. C'est donc le peuple camerounais qui est en train de subir. Pendant qu'on est en train de nous dire donc que Biya est devenu panafricaniste, que Biya a dit non à barrer la France. Qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? Le jeudi 12 mai 2022, ce sont les autorités camerounaises, plus les représentants de l'ambassade de France au Cameroun, qui vont à Douala pour saluer et pour travailler avec un navire de guerre français qui est stationné actuellement, qui est stationné à Douala, au port. On nous dit que ce navire de guerre vient d'Afrique du Sud et il vient faire escale au Cameroun. Pas pour un jour, pas pour 2 jours. Ce n'est qu'au Cameroun où le navire de guerre français vient de faire escale. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on est en train de cacher? Et après, ce navire de guerre s'appelle
Jeanne d'Arc 2022, disent-ils. Ils disent que il y a des élèves qui sont dedans, qui font partie de la promotion Jeanne d'Arc 2022. Est-ce qu'ils viennent se faire former au Cameroun? Non. Qu'est-ce qu'un navire de guerre vient faire sur les terres camerounaises? Sur les eaux camerounaises? Alors que Paul Biya vient de signer les accords militaires, dit-on, vient de renouveler les accords militaires avec la Russie. Et dans l'agenda d'Emmanuel Macron, il y a encore maintenant certaines informations qui nous disent que le Cameroun pourrait même être visité parce qu'il devrait se rendre à Luanda. Et puis, il devrait rencontrer Paul Biya si jamais il sera capable d'ouvrir des yeux. Il ne faut donc pas manipuler le peuple camerounais. Nous dire que on a déjà des accords avec la Russie, on a barré la France et on voit un navire militaire arriver, débarquer. Quand on est en train de se battre, quand on est en train de se déchirer, quand on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire, nous ne voyons pas ce qu'eux, ils voient. Les guerres qui sont là sont aussi des guerres de succession. Si le pays est stable, eh bien, ils ne peuvent pas bien nager. Ce sont des nageurs en eau trouble. La preuve, comme j'ai parlé de succession, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans le sérail, vous comprenez immédiatement que non. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Dans le sérail, il y a des coups de poignard qui sortent. Dans le sérail, on a bel et bien compris et on ne cache même plus que Paul Biya fait désormais du passé et que ses héritiers ont décidé de tenir le taureau par des cornes. Ils montrent leur inimitié et ils sont en train de nous alerter que préparez-vous, l'heure est arrivée, l'heure est grave et ça va couler, le sang va couler. Le sang ne va pas couler seulement pour les anglophones, mais ça va couler dans le sérail. Après Biya, ça sent du soufre. Après Biya, ça sent du chaos. Et le chaos, nous commençons déjà à le voir dans la mesure où les Kalao du palais et les Kalao qui sont tout autour du régime et qui attendent de la carcasse du vieux lion sont en train de déguiser actuellement leur bec. Les vautours planent, attendant que le vieux lion ferme l'œil afin qu'il plonge sur la dépouille. Ce ne sera pas pour manger seulement le vieux lion. Ils vont s'entre-manger.